Bonjour à tous. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons résumé l'organisation de la cité juste, ainsi que la tripartition de l'âme. Tous deux, la cité comme l'âme, doivent pour être juste résulter d'une organisation harmonieuse des parties qui les composent. Nous avons terminé l'épisode en évoquant la nécessité d'une éducation adéquate pour que les futurs gardiens soient enclins non pas à promouvoir la volonté de la classe des producteurs, mais celle des gouvernants. Cette éducation pour Socrate repose sur deux éléments, la musique et la gymnastique. La musique englobe beaucoup plus que ce que signifie ce mot aujourd'hui. Le terme se réfère aux muses, les déesses des sciences et des arts, spécialement de la littérature. Socrate pointe l'importance particulière des histoires et des personnages dans la littérature. Il est contre le fait de représenter les divinités comme des êtres fourbes, qui trahissent, mentent, tuent, commettent des adultères. Les dieux devraient être représentés comme bons, droits, et comme ils sont éternels, ils ne doivent pas s'immiscer dans la vie des hommes. Les contes et mythes dédiés aux futurs guerriers doivent mettre en valeur des qualités telles que le courage, le contrôle de soi-même, la bonté. Il faut voir ici l'emploi des dieux non pas comme un devoir religieux, mais plus comme un moyen pour faire émerger dans l'esprit de chacun les idées platoniciennes correspondant au courage, à la bonté. Plus on sera habitué jeune à ces idées, plus elles seront fortement ancrées dans nos esprits. La musique permet donc d'habituer les futurs guerriers à des discours d'hommes bons et vertueux, de telle manière qu'ils repousseront les discours de tyrans, comme Thrasymachie, non pas seulement par principe éthique, mais par goût, c'est-à-dire qu'ils auront un dégoût naturel pour ce type de discours. C'est par une habitude cultivée dès le plus jeune âge que l'on peut graver dans l'âme l'attrait que l'on aura plus tard pour telle ou telle chose. Le deuxième point intéressant quant à l'usage d'histoire pour former la jeunesse est l'importance de privilégier le narratif et d'éviter le mimétique. Cela signifie qu'il faut que les histoires soient vraies et non pas des copies du réel. Si un jeune s'habitue à voir un acteur jouer le rôle d'une personne autre que lui-même, l'enfant s'habituera au fait que l'on peut changer de manière d'être quand bon nous semble. Or, Socrate veut former des personnes intègres, c'est-à-dire des personnes qui n'abandonnent jamais leurs idéaux au profit d'autres. Enfin, un troisième point important relatif à la musique a à voir avec la musique comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de pratiquer un instrument. Ici, Socrate nous dit qu'il faut privilégier les instruments à cordes plutôt que ceux à vent. Pourquoi ? Eh bien, la lyre symbolise le calme, la droiture, l'harmonie, alors que la flûte renvoie plus à la frénésie, au manque de contrôle, ce qui doit être à tout prix évité pour la classe guerrière. Passons maintenant au second élément important de l'éducation, qui est la gymnastique. Ici, la gymnastique se réfère à l'exercice physique et à l'application d'une diète austère. De la même manière que l'harmonie se caractérise par un rythme simple, la diète aussi doit être simple et disciplinée. L'objectif est de préserver la santé et préparer à la guerre. Répétons que l'éducation guerrière est aussi importante parce que la mission principale de cette classe est de réfréner les excès des autres membres de la cité. Notons aussi que l'on ne peut savoir qui sera guerrier, producteur
ou gouvernant dès la naissance. C'est l'éducation qui fera le tri. Pour que le peuple adhère à la vision de Socrate, celui-ci propose de raconter une sorte de mythe expliquant pourquoi chaque individu est fait pour une classe particulière par nature. Le mythe est qu'il y aurait plusieurs races d'hommes, certains faits d'or, qui sont faits pour gouverner, d'autres d'argent, qui sont faits pour être guerriers, et enfin d'autres de fer et d'airain, ce qui correspondrait aux membres de la classe des producteurs. Ainsi, le gouvernement que prône Platon est une aristocratie, où chacun est à sa place et où les meilleurs dominent et gouvernent. Maintenant que nous avons abordé l'éducation spécifique pour les futurs membres de la classe guerrière, qu'en est-il par exemple quant aux relations entre hommes et femmes dans la cité? Eh bien, Socrate prône une égalité totale quant à l'éducation et au style de vie. Mais le point le plus frappant, et qui d'ailleurs diverge avec notre société actuelle, concerne la sexualité et la notion de famille. Il propose que les douches soient publiques, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faut laisser les hommes et les femmes se côtoyer nus. En fait, ce que Socrate veut faire, c'est éliminer la division entre public et privé. Il veut rationaliser le désir sexuel pour qu'il serve uniquement à la production d'enfants pour la société. Pourquoi cela? Eh bien, parce que l'amour et le désir sexuel échappent au légal et au social. C'est quelque chose qui plonge l'homme dans une sphère totalement apolitique, l'éloignant de la cité. Ainsi, les hommes et les femmes qui seront nus ensemble dans les douches renvoient au fait que ceux-ci pourront librement avoir des relations sexuelles, sans pour autant être mariés. Ainsi, les enfants qui seront le fruit de ces activités sexuelles feront partie de la propriété publique. Il y a une communauté commune de femmes et d'enfants, sans qu'aucune femme ni aucun enfant n'appartienne à un homme en particulier. Car de toute façon, on ne peut pas savoir qui est le père, du fait que chaque homme a une multitude de compagnes et vice-versa. Ici, c'est la notion de famille qui s'étend au niveau de toute la cité et de ses habitants. Il faut essayer d'éloigner tout ce que les hommes pourraient préférer à la cité. Et habituellement, cela concerne surtout la femme, les enfants et la famille. Ensuite, il y a un point que nous n'avons pas développé, qui est celui du gouvernant comme philosophe roi. Eh bien, cette idée qui peut nous sembler avoir un certain sens aujourd'hui, car on associe la philosophie à la sagesse et à la pensée juste, eh bien, à l'époque de Socrate, c'était tout autre chose. Socrate était très mal vu dans la cité. Il se dédiait à des réflexions inutiles, ne prenait pas soin de son apparence et corrompait la jeunesse. Ainsi, le philosophe pour les Athéniens était vu comme un personnage loufoque, étrange, et la dernière chose que voudraient les Athéniens, ce soit que cette personne soit la tête de la cité. Mais comment pourrait-on définir ce qu'est le philosophe? Eh bien, c'est celui qui aime la connaissance ou sagesse et qui y est poussé par un appétit insatiable. Ici, la question qui se pose dans la République est quelle différence entre ce philosophe et celui qui aime les spectacles, théâtres et exhibitions, et qui ne rate d'ailleurs jamais une nouvelle représentation d'une œuvre. On peut aujourd'hui penser à quelqu'un qui dévore toutes les séries qui sortent sur Netflix, par exemple. Tous deux, le philosophe comme l'amoureux du spectacle, sont poussés par un appétit insatiable à consommer ce qui leur plaît.
Dans le prochain épisode, nous allons expliquer la différence essentielle qu'il y a entre les deux, et par là nous déploierons l'ontologie platonicienne, qui est connue comme théorie des idées. Sur ce, je vous dis merci pour votre écoute, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.